Il est irremplaçable et on l'adore, Olivier de Kersauzon. Bonjour Olivier. Bonjour. Sur la terre ferme, mais pas à la couverture du bouquin, hein, parce que ça fait quand même du bien de voir la mer, hein, Olivier. Hein. Oui, c'est indispensable. Ça manque. Hein. À l'équilibre et au bonheur. Ah ouais, non, mais vous dites à un moment dans le bouquin, on va parler du bouquin bien sûr, vous dites, la mer c'est l'endroit finalement le moins pourri sur Terre. Non, puis la Terre n'est qu'un incident de la mer. Le monde, il est maritime. La grande surface est maritime. C'est les 2 tiers de la planète, l'eau. La Terre, c'est juste un accident. Ouais. Moi, j'ai toujours considéré que je vivais dans un monde maritime et le vrai monde, c'est celui-là, pour moi. Oui, on voit mieux d'ailleurs le monde quand on est sur la mer, on y pense. Oui, voilà. Parce que là, le bouquin, bien sûr, alors là, je vais essayer de dire le titre, si quelqu'un arrive à le faire, hein, c'est Veritas Tantam. Hein, alors, potentiam abet un non subverti possit. Oui. C'est pas ça? Oui. J'ai jamais fait de latin. Hein. Ah oui, mais c'est même un exemple de grammaire latine. C'est la vérité a une telle puissance qu'elle ne peut être anéantie. Et je trouvais ça intéressant parce que moi, quand j'ai appris ça, je devais avoir 10 ans, c'était les débuts des études latines, j'ai toujours trouvé que la réflexion était intéressante. La vérité, veritas tantam potentiam abet. La vérité a une telle puissance qu'elle ne peut anéantir. Ça veut dire que c'est la vérité qui compte. Voilà. C'est la vérité, c'est la droiture, c'est une analyse sans phare. Voilà ce qui fait que ça a de la puissance. Le reste, baratiner, bidouiller, mentir, c'est à la portée de n'importe quel individu. Et c'est toujours un résultat médiocre. Oui. Dans la vérité, il n'y a pas de médiocrité. La vérité, c'est souvent la conséquence de l'engagement et de l'effort. C'est les deux choses que moi, j'ai toujours considérées comme étant des vraies valeurs humaines. C'est-à-dire qu'on est intéressant en fonction des engagements qu'on fait et des efforts qu'on fait. Sans effort, on n'est rien. On est juste des petites larves qui survivront. Mais ce qui fait que on devient et on peut être remarquable, c'est parce qu'à un moment donné, on décide de faire l'effort. On s'engage. C'est ce sursaut-là qui fait que la nature humaine n'est pas complètement répugnante, à mon avis. Oui, mais c'est ça que vous dites, Olivier. Vous dites au fond d'ailleurs, mais vous dénoncez aussi ce qu'aujourd'hui, au lieu de faire et d'être pour ce qu'on fait, on est parce qu'on a subi. C'est qu'au fond, l'espèce de sentiment de culpabilité ou d'avoir à dire qu'on est la victime de quelqu'un ou de quelque chose. Oui, c'est-à-dire la position sociétale d'être victime de quelque chose. Je suis victime, donc j'existe. Mais c'est quand même, c'est terrible d'être victime, je pense. C'est une souffrance, mais est-ce que c'est pas une raison? Voilà. Moi, je suis de la génération pour laquelle nos souffrances n'étaient pas faites pour être mises en exergue, elles étaient faites pour nous construire, nous rappeler nos limites, mais elles n'étaient pas là pour être toujours proclamées, mises en avant. Le projet n'était pas de se déclarer victime, le projet était de se déclarer actif, de faire des choses, de bouger, d'exister, d'être fort, de prendre des coups, de ne pas avoir peur, de recommencer, voilà, c'est tout. Et essayer de se débrouiller. Mais c'est un peu ça ce que dit le bouquin. Oui. Vivre. Vivre. C'est ça, au fond. Il a fallu... Moi, je suis né juste à la fin de la guerre. Toute notre enfance, il n'y avait rien. Enfin, et il fallait se contenter de rien, d'abord, mais surtout, il fallait faire avec, quoi. Voilà, on faisait avec ce qu'il y avait. Voilà. L'autre jour, j'ai entendu, il y avait des réflexions. Peut-être que cet hiver, ça va être très dur, on va peut-être avoir des coupures d'électricité. Mais moi, toute mon enfance, j'ai vu que ça, des coupures d'électricité. Oui, c'est après qu'aujourd'hui, on se plaint de tout. Non, mais oui, rien n'est indu, tout est une chance. Et quand on a été privé, nous, notre génération a été privée. Nos parents se sont énormément privés avec la guerre et tout ça. Et je pense que rien n'est indu, tout est une chance d'avoir quelque chose, et non pas de dire, mais c'est un drame, on n'a pas d'électricité de 19h à 23h. Oui, c'est vrai, oui, parce que c'est ça, on se plaint de tout. Tout le monde subit. Non, mais c'est pas qu'on se plaigne qui se grave. Ce qui est très grave, c'est que à partir du moment où vous vous plaignez, c'est du temps que vous ne passez pas à vous réjouir du reste. Oui. Et c'est ça qui est aberrant. Parce que notre vrai problème, c'est se réjouir de... On a dormi là où il pleut pas et on a bouffé à sa faim. C'est deux choses magnifiques.
c'est le début de tout va bien. Oui. Ben non. Oui. Et à partir du moment où le tout va bien ne peut que commencer que dans la mesure où, en fouillant, on ne trouve aucune occasion de se plaindre, on passe à côté de sa vie. Nos vies, c'est pas se plaindre, c'est exister, c'est faire, c'est construire, c'est être content. Ouais, oui, alors justement, être content, il y a un moment, il y a un chapitre qui dit, moi je suis content. J'ai même été content quand j'ai appris que j'avais un cancer. Ben oui, vous exagérez, Olivier. Non, non, mais pas du tout. Parce que j'ai appris que je l'avais, j'étais à Paris, j'avais l'hôpital Saint-Joseph à côté, j'étais entouré de médecins que je connais et qui prenaient soin de moi. C'était une chance énorme. J'aurais découvert ça à Tahiti, ça aurait été beaucoup plus long. J'aurais sans doute traîné et tu aurais eu le temps de métastaser, je serais sans doute pas vivant aujourd'hui. Non, mais j'ai toujours considéré que notre vie, il y a des emmerdements. Nos vies, on va avoir des contrariétés et ça va être le schéma révélateur de ce qui est profond dans notre nature, c'est la puissance. Mais dès que ça peut s'arranger, c'est ça le génie humain. C'est de réussir devant l'impossible, quoi. Et moi, je me disais, mais en fait, je n'ai que de la chance. La maladie, c'est une conséquence, en fait, assez... On est tellement nombreux à être malades. Moi, quand j'ai regardé que j'étais malade, j'ai vu qu'on était 1 million en France à se faire traiter, quand même. Oui. On était 1 million à avoir de la chimio, des rayons et tout. C'est monstrueux, c'est énorme. Donc c'est assez banal. Et la chance, c'est d'être soigné. C'est une chance énorme quand même. Que l'intelligence humaine, le travail des autres, je sais pas quoi, nous permettent de sortir d'un schéma qui paraît être quand même une impasse néo-définitive, quoi. C'est pas terrible comme programme. C'est-à-dire, au fond, la vie, c'est ça. C'est de se dire, au fond, même l'infini, je ne sais pas ce que c'est, je ne le saurai jamais. Oui. Vous dites, à un moment, Olivier, il y a une phrase incroyable, vous dites, il faudrait mettre du chien dans nos rapports humains. J'adorais cette phrase. Oui. Les chiens, parce qu'un chien, il prend ce qu'on lui donne, il ne se pose pas de questions. Il est content, oui. Ça veut dire quoi, ça, en fait? Mais c'est La Fontaine. Qui veut faire l'homme fait la bête, mais qui veut faire l'ange fait la bête. Si on faisait la bête, on serait peut-être un peu plus des hommes. C'est mon avis. Oui. Parce que finalement, vous dites tous ces gens qui sont là en train de se poser milliards de questions, non, mais, qui sont en train de... Ouais. Moi, je leur en veux pas. J'ai pas de mépris pour l'autre. Je pense que je me suis jamais posé en censeur ou en distributeur de bons points ou je sais pas quoi. Je me contente de noter que, à mon sens, leur projet, leur comportement n'est pas ce qui peut les amener à être le plus heureux. Or, l'intelligence, c'est peut-être chercher à être heureux. C'est pas vulgaire, le bonheur. C'est assez intéressant d'être de bonne humeur. C'est autant qu'on ne fait pas porter aux autres. Donc, j'ai toujours pensé qu'on devait essayer de se contenter et d'être... il fallait passer de aimer à chérir, voilà. Chérir, c'est se rendre compte qu'on aime et tout à coup décider d'y faire attention. Et j'ai toujours, intellectuellement, j'ai toujours trouvé que c'était intéressant. C'est-à-dire que il fait beau, c'est quelque chose de naturel, mais si dans sa tête on se dit il fait beau et c'est très bien, c'est encore mieux. Ouais. Et c'est assez simple, mais c'est les choses simples qui nous grandissent. C'est pas les choses compliquées. Ouais. Or, on a besoin de grandir. On a besoin de chaque jour d'essayer d'être un peu mieux. C'est en ça qu'on va avoir de la valeur. C'est parce que on aura essayé d'être un peu mieux, de faire un peu mieux, voilà. C'est vrai qu'on est affirme, pour voler, il faut un avion, pour nager, il faut un bateau, enfin, il nous faut des prothèses pour tout. Par contre, on peut penser. Et là, il n'y a pas besoin de prothèses. L'exercice supérieur de l'intelligence, c'est pas l'analyse, c'est la décision. Et il n'y a pas d'intelligence sans décider. Hein. Moi, je pense qu'on doit se servir de ce que l'on est pour décider que c'est bien. On décide que c'est bien. On décide que c'est fort. Et on en tire les conclusions et on agit en conséquence. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ouais. Décider même d'être heureux. Se dire, au fond, on a qu'une vie. Ben oui. Il n'y en aura pas d'autre. D'ailleurs, vous ne croyez pas à la vie après la vie. Ouais. Ça dépend des jours. Ouais. Non, c'est vrai. Ah non, c'est encore... Je suis
est affreusement banal, et tant mieux, puisque ça me... Moi, parfois, j'aimerais y croire, parce que je me dis qu'on retrouverait peut-être les gens qu'on a aimés. Je pense que le chagrin d'une vie, c'est d'avoir perdu des gens qu'on a aimés. C'est ça le chagrin de nos vies. Le reste n'est pas bien grave, mais à part la mort et la mort des gens qu'on aime, il n'y a rien de grave. Donc c'est vrai, parfois je me dis, et en fait, si après la mort, on revoyait tous les gens qu'on aimait, moi je serais content, ça me ferait plaisir, ouais. Ouais, j'aimerais bien. Il y a quelque chose, une notion de bon sens aussi qui apparaît beaucoup dans le bouquin. Et vous dites, s'il n'y avait pas avec du bon sens, il n'y aurait pas eu le nazisme, il n'y aurait pas des religions, il n'y aurait pas... Oui, dès que les gens sont en train de vous vendre un truc qui les arrange, avec un peu de bon sens, vous savez que c'est foireux. Donc, il n'y a aucune raison d'adhérer, quoi. Tous les grands marchands d'idées, moi j'ai toujours été très éloigné de ça, j'avais toujours été... En général, ils vous vendent leurs idées pour leur confort, pas pour le nombre de gens qui prétendent s'occuper de notre bonheur parce qu'ils sont pas capables de gérer le leur déjà. Donc je vois pas pourquoi, n'étant pas capables de gérer le leur, ils viendraient s'occuper d'une autre. Mais il y a toujours des espèces de prophètes à la mécouille comme ça, partout, qui sont là. Ah mais attendez, c'est ça qu'il faut faire. Et moi j'ai toujours tenu ça en haute suspicion, oui. J'aime les futurologues, ceux qui vous prévoient l'avenir pendant 30 ans. Ceux-là, vous les adorez. Je me rappelle des lectures dans les journaux comme Le Point il y a 30 ans, où les mecs nous expliquaient, il y a 30 ans ou 40 ans, ça n'a pas plus, qu'on allait vivre sous la mer, quoi. C'était les futurologues. Mais ça a disparu. Cette trace d'enfumeur a tendance à disparaître un petit peu, parce que on est dans un monde où tout est tellement rapide que l'idée même de futur fait un peu peur. On a l'impression que notre monde est en équilibre, un peu sur le tranchant du rasoir, et que on se donne tellement de mal pour accepter le présent que l'idée même d'avoir à envisager un futur terrorise tout le monde. Alors que, quel que soit le futur, s'il existe, il y a une chance. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait peur. On ne devrait être que content. Ouais. C'est ça. Et on a aujourd'hui l'impression que les gens sont accablés de l'idée du quotidien. Voilà. Alors que le quotidien, c'est une chance, putain. C'est bien, on est là, on est vivant, on a bouffé, on sort dans la rue, ça mitraille pas. Quand même, c'est bien, non? Oui. Il y a un mot, c'est vertu, la vertu. Ça, à toutes les sauces, vous l'entendez, Olivier. Les gens vertueux. C'est ceux qui font du vélo à fond la caisse, dites-vous, et qui brûlent les feux rouges en pensant qu'ils sauvent la planète. Ah oui, on les voit, les connards au parcours, là, qui passent au feu rouge en prenant des risques énormes, parce que, brutalement, comme ils sont en vélo, ils sauvent la planète, donc ils ont des droits que les autres n'ont pas, quoi. C'est la nature humaine. Oui. Elle est biologiquement, intellectuellement et définitivement complètement imparfaite. Mais ça la rend sympa aussi, parce que on ne peut pas... Moi, j'ai toujours pensé que j'avais des idées, des regards et des concepts qui m'appartenaient et que j'avais choisi d'avoir. Mais j'ai jamais accepté ou même pensé me construire sur le mépris de l'autre. Or, sociétalement, tout notre système est basé là-dessus. C'est-à-dire que vous avez telle voiture parce que l'autre, il ne peut pas se la payer. Vous habitez tel quartier parce qu'il peut pas... C'est toujours... Notre civilisation a inventé le mépris de celui qui est en dessous pour se construire soi. Alors moi, j'ai toujours pensé qu'on devait se construire soi sur l'enthousiasme, pas sur le mépris de l'autre. L'autre, en fait... L'autre qui va pas bien, c'est à nous qui n'a pas de chance. Donc à nous qui n'a pas de chance, on doit au contraire avoir à son égard plutôt une forme de tendresse et d'amitié ou de solidarité. C'est que tout le monde parle de solidarité, mais il y a une sorte de solidarité effective qui est celle d'accorder à l'autre une certaine place dans la vie que l'on a, de façon à ce qu'il ne supporte en aucun cas aucune forme de mépris. Voilà. Le mépris m'emmerde, moi. Et en général, c'est un artifice mental pratiqué par des esprits relativement faibles. J'aime l'enthousiasme. J'aime la gaieté. J'aime la certaine forme de refus du souci, ce qui n'est pas l'insouciance, qui fait que on est quand même toujours à peu près content de ce qui se passe autour de nous. Et être content, c'est
c'est le génie de l'homme. Dans se contenter, qui est souvent considéré, même en littérature, oh, il se contente de ça. Mais putain, c'est génial de se contenter de ça. C'est génial de se contenter d'habiter dans un appartement qui est moche et petit et d'avoir un boulot qui n'est pas ce qu'on aurait rêvé. Mais parce que notre premier acte d'intelligence, c'est d'être content. C'est pas de regretter. C'est pas de souhaiter. C'est pas d'envier. C'est pas de se plaindre. Le première étincelle de notre pensée, ça doit être d'imprimer la relativité de ce qui nous entoure et se dire oh, c'est bien quand même. Ouais. C'est bien. Non mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et moi j'ai souvent pensé ça. C'est vrai que le fait de passer beaucoup de temps en mer est assez sympa parce que c'est souvent dans la solitude et vous êtes là dans un décor qui est hyper beau aussi, donc il y a toutes les raisons d'être content, quoi. Ouais. Le voyage, ça j'adore aussi ces passages. Le voyage. Il était un temps où le voyage était en soi un émerveillement. On ne partait pas en se disant on va arriver à 12h42 et on va être assis à la place 24B. La société qu'on vit aujourd'hui a supprimé le voyage. Elle nous propose le déplacement, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, le déplacement, vous partez à 18h25, vous avez à 23h42, pas obligatoirement du même jour, ni de la même semaine, mais tout est cadré. Et le retour est déjà prévu. Alors, l'époque bénie du voyage, ou l'idée, ou le concept béni du voyage, c'est partir. Le retour n'est pas la première. Le retour n'est pas la première préoccupation. Voyager en pensant au retour, c'est déjà refuser de partir. Il faut voyager voir où est-ce que cela va nous emmener, quoi. C'est ça, je crois. Hein, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Et ce qui est terrifiant, c'est Internet, Olivier. Vous dites, c'est ceux qui savent tout sur tout, qu'on consulte en permanence. Vous dites un troupeau d'imbéciles. Mais c'est ça, vous parlez... Non, mais c'est imbécile au sens latin du terme. Et qui sont prêts à croire, vous dites, des idiots aussi. Oui, mais Internet, c'est bien, parce que, regardez, voilà. Moi, si j'ai un doute sur quelque chose, je tape, et là où avant mes parents disaient, demande à ton oncle, lui, il doit savoir. Mais non, et là, Internet, c'est. Et si je tape, j'ai quand même 99 chances sur 100 d'avoir des réponses tout à fait précises, aussi bien si je tape sur la distance qu'il y a entre là où je suis et la Polynésie, que si je tape sur est-ce que la diététique est meilleure si je diminue ma consommation de viande, je sais pas. Donc j'ai accès à plein de savoirs. Mais le problème du savoir, c'est que là aussi, la nature de l'homme le dévoie, quoi. Et ça devient le savoir des charlatans, quoi. C'est la mise en scène du savoir pour faire passer les concepts à la mécouille, quoi. Comme par exemple, vous dites la campagne pour la planète. Vous citez une jeune femme avec des tresses et vous n'êtes pas tendre. Hein, avec ceux qui... Non, je suis un peu agacé. C'est une forme de religion. Non, mais je suis un peu agacé parce que cette jeune femme qui a eu Greta Thunberg, manifestement des difficultés physiologiques, si ça avait été réparé en partie, c'est grâce à la science et à tout ce que les gens ont accepté de faire et de se priver pour faire évoluer notre connaissance de la médecine et tout ça. Donc, on a un dû vis-à-vis des gens qui étaient avant nous. On ne peut pas arriver ici et leur faire le procès de tout. Vous êtes des salauds, vous avez fait cela. Les gens, ils ont fait, hélas, comme toujours, à peu de choses près. La nature humaine fait de son mieux. Le problème, c'est que le mieux de notre nature, en fonction même de ce que nous sommes, n'est pas toujours parfait. Mais reprocher aux gens, vous avez pollué mes rêves, je sais pas quoi, attends, mais tais-toi. Tout le monde a fait que des efforts pour que ça soit mieux. Regarde la médecine d'aujourd'hui. On vit beaucoup, beaucoup plus vieux, beaucoup mieux soigné. On repère, on opère, on répare, on soigne. C'est quand même magnifique tout ça, quoi. Et ça a demandé... effectivement, de la concentration, de penser qu'à ça, des sacrifices. C'est pas vulgaire. Je refuse d'être attaqué en disant vous avez salopé la planète. C'est possible,
Un, mais on l'a pas fait exprès. Deux, il a fallu du temps pour se rendre compte que ça se passait. Et que maintenant qu'on le sait, tout le monde fait des efforts pour que ça soit moins. C'était pas notre but. Notre but, ça a été de quoi? Pendant des années, de faire en sorte que les femmes et les hommes vivent un peu mieux que ce qu'ils vivaient. Et c'est vrai que aujourd'hui, on vit un peu mieux que ce qu'on vit. On a fait des sociétés qui sont pas ridicules. Si vous avez un accident sur l'autoroute, c'est pas l'hélicoptère qui va vous venir vous chercher, ne vous demande pas votre niveau de revenu, ni votre capacité. Il vous ramène parce que vous êtes un des nôtres. C'est extraordinaire quand même. C'est des inventions dont l'homme peut s'enorgueillir parce que c'est le meilleur de l'homme qui a été mis en place. Cette espèce de sécurité sociale, c'est quelque chose de... Vous êtes soigné qui que vous soyez. Même si vous êtes pauvre, on vous soigne. Ouais. C'est le meilleur de l'homme. C'est un vrai projet de société, ça. Voilà, ouais. Ça a du sens. Mais même si vous dites la machine, parce qu'elle est l'invention de l'homme, le progrès, vous dites la machine a tué la poésie et le flou. Et enfin, vous aimez le flou de la vie? Non, j'aime le flou parce qu'à partir du moment où la vie est trop déterminée, elle devient, à mon avis, un peu chiante. Comment vous expliquez ça? C'est que dès que les gens ont des croyances, si vous n'appartenez pas à cette croyance, vous êtes banni. C'est-à-dire que en 1942, en Allemagne, c'était pas bon de dire qu'on pensait que M. Hitler était un trou du cul. D'ailleurs, personne ne le disait. Ah, c'est ça. Et ça a été comme ça pour tout. Hein. Et je crois que dès qu'on veut vous imposer trop de façons de voir et de penser, on est dans l'erreur, quoi. Et j'aime bien le certain flou. Le flou, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire confiance à ce qu'il y a d'émotionnel chez nous, et non pas à ce qu'il y a de cartésien. Ce qu'il y a de cartésien nous amène à conduire des voitures, à les garer au bon parking, quand on fait le plein, à mettre le tuyau dans le bon réservoir, ça c'est le cartésianisme. Mais les choses importantes de nos vies, ce qui va nous faire pleurer, ce qui va nous faire rire, ce qui va nous faire battre le cœur, rien de tout ça n'est cartésien. Et justement, ça appartient à ce flou. Ouais. Cette partie un petit peu floue, où la pensée est entre le raisonnement et le rêve. Et c'est aussi là-dedans que l'homme est le meilleur, le plus intéressant. Ouais. La certitude intellectuelle, elle est toujours un peu fragilisante pour ceux qui ont la naïveté de s'y abandonner, voyez-vous. Donc il faut toujours un petit peu de douceur. Ouais. Non, mais je me dis, vous dites à un moment, je n'ai jamais appartenu au monde. Ah, ouais, au oui. monde même. Ouais, alors peut-être à la limite un monde biologique. Ça vous plairait bien. J'appartiens à un monde biologique, mais à celui-là seulement. Voilà. Ouais. Parce que le monde humain, c'est cette espèce de folie humaine, quoi. Non, puis les idées à la mode et tout ça, pourquoi c'est complètement... J'ai toujours trouvé ça complètement naze. C'était par exemple... Je sais pas, la mode. Avec la mode, on a la foutre de la mode. À partir du moment où le pantalon vous tient chaud aux fesses, il est le bienvenu. Il n'a pas besoin d'être marron coupé de telle ou telle manière. J'ai jamais tout à fait compris ça, mais ça fait peut-être de moi un idée adapté à un étranger. C'est bien pour ça que je le formule avec beaucoup de douceur. Je ne reproche à personne. Je me contente de dire que moi, j'approche pas bien, je ne comprends pas trop bien, c'est tout. C'est à moi que je reproche l'impuissance de comprendre. Je ne reproche pas à l'autre d'en jouir ou d'en profiter, je ne sais pas. Oui, mais justement, le fait de dire « je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais les infinis secrets mystères de la vie, de l'univers, de la mer », des choses... et qui fait que des gens ne se posent pas ces questions-là. Et vous dites, au fond, ils passent à côté de quelque chose. Ça, c'est assez dur à déterminer, parce que on connaît peu les secrets, les joies et les souffrances de l'autre. Regardez, dans notre société, lorsque les gens souffrent psychologiquement, ou même lorsqu'ils ont des maladies mentales et je sais pas quoi, quand on les voit avec des béquilles, on se dit ça va pas. Mais personne ne voit les béquilles mentales que certains sont obligés d'avoir pour continuer à survivre de façon à peu près bien. Donc, on connaît assez peu l'autre. C'est pour ça qu'il faut rester toujours un peu flou et prudent. C'est-à-dire que une vie, c'est pas de distribuer des bons points. Une vie, c'est d'essayer de les acquérir. C'est pas la même histoire. C'est
qu'est-ce qu'on va faire pour que ça soit moins moche? Voilà. Il y a pas mal à faire, je crois. Ouais. Non, il y a beaucoup de bruit, il y a du buzz, il y a de la lumière partout, ça vous énerve aussi, il y a une espèce de brouhaha permanent. Ça m'énerve parce que les gens se privent de la réflexion des bonnes, se croire obligés de... Moi, j'ai appris très vite avec le bateau, on partait en mer il y a 50 ans de ça. On rentrait, les journaux avaient à peu près les mêmes titres, quoi. Donc, c'est peut-être pas la peine de suivre ça jour le jour, quoi. Hein, c'est par période, quoi. Donc, j'ai toujours pensé que on devait avoir une sorte de lâcher-prise, voilà, de bienveillance vis-à-vis de nous et de nos propres pensées, c'est-à-dire et de l'autre et des moyens de l'autre. Enfin, toujours une forme de souplesse, quoi, de tout ce qui est... ça s'adapte bien. C'est bien si on veut construire une voie ferrée, une gare, si on veut construire un immeuble, d'être comme ça, comme ça, comme ça. Mais au quotidien, il faut qu'il y ait du flou quand même, je crois. Ouais. Vous dites le temps ne passe pas, c'est nous qui passons. Puis oui, vous parlez beaucoup d'ailleurs du présent. Vous dites échange souvenir contre avenir. Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est-à-dire qu'au fond, c'est maintenant. C'est maintenant et demain, oui. Ouais. C'est pas hier, ouais. C'est vrai. Moi, j'échange souvenirs contre avenir. Parce que avoir un avenir, c'est formidable. Avoir des souvenirs, c'est à la portée de n'importe quel mec qui est pas complètement déchiré par Alzheimer. Mais avoir un avenir, c'est extraordinaire. C'est être dans la marche. C'est accompagner ce temps qui passe sur nous. Parce que sinon, il passe sur nous, il passe sur nous, il passe sur nous. Parfois, je regarde, ça m'est arrivé d'être en mer, ou d'être regardé une côte, vous voyez la côte en face de vous, et vous vous dites que dans 5000 ans, elle aura sans doute à peu près la même gueule. Alors que vous, dans les 10 ans qui suivent, vous ne serez plus là. Ce qui est quand même c'est une insulte. C'est une insulte. Pourquoi si peu de temps? Il y a des moments où on peut envier le minéral. Se dit, putain, lui, ce caillou-là, il va encore être là dans 2000 ans. Et pourquoi moi je disparais maintenant? C'est pas juste. C'est pas bien. Une autre phrase que je cite, c'est « Notre liberté est proportionnelle à notre impuissance ». Ben oui. Parce que... Ben oui, parce que on est impuissant. Oui, complètement. Et donc, la liberté, elle est où? Mais il y en a assez peu. Sauf dans les choix intimes que l'on va pouvoir faire de ce que l'on veut faire de nos vies. Notre liberté, c'est la capacité qu'on a de poser le regard sur les choses. Et on peut poser différentes sortes de regards. Soit un regard impérieux, soit un regard méprisant, soit un regard étonné, ou soit un regard juste content parce que on a la conscience aiguë que le fait de vivre est une chance, une grâce, et c'est une histoire magnifique d'être vivant, quoi. C'est vachement bien. Ouais, c'est bien. Ça vaut le coup, quoi. Ouais. Mais se méfier des impostures, de tout ce qui pollue, et pas seulement la mer, mais ce qui pollue la tête. Ouais, mais j'en ai... Souvent, je me dis que, comme on le disait tout à l'heure, on a être content, c'est aussi une forme de devoir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire de nous? Moi, souvent, j'entendais quand j'étais petit, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et moi, je me disais, mais c'est pas ça le problème, c'est qu'est-ce que je vais faire de vous, moi? C'est un peu là que ça se passe, quand même. Et vous, qu'est-ce que vous alliez faire de vous? Vous dites, je vais essayer de me débrouiller. Ça va pas être simple. Exactement. Ouais. Mais la mer, mais l'étendue, sans le temps, sans le bruit, avec l'océan. Ah oui, j'aime bien. Ouais. Moi, j'ai vécu des moments magnifiques sur l'eau. J'en vis encore. Le monde de la mer est bien parce que c'est le vrai monde est maritime. C'est les 2/3 de la surface de la planète. J'ai écrit un jour que la Terre était un accident de la mer et non pas l'inverse. Ce qui est vrai, quand même. Notre monde, il est essentiellement maritime. Ouais. Il ne se pose pas de questions, la mer. Comme les chiens, il ne se pose pas de questions. Ils vivent. Ben oui. Vous savez, cette espèce de moment tout à fait enthousiasmant où l'animal en face de vous, ayant bouffé et aboyé 3 fois, remue la queue pour montrer qu'il est content. C'est pas mal.
Ça suffit. Ben voilà. Hein? Ouais. Bah, ça nous a fait du bien, Olivier, d'entendre tout ça. Non, c'était un plaisir, merci. Vraiment, parce que, bon, il y a quand même le mot vérité là-dedans. Hein. Ben oui, parce que ça existe, la vérité, c'est... Bon, enfin, on la cherche, mais... Notre monde, ça cherche à se complaire en pensant qu'il y a toujours... tout est bon et son contraire aussi. C'est pas vrai. Justement, c'est le choix de l'intelligence qui permet de savoir que c'est pas vrai. Prendre la responsabilité de décider que c'est bien ou pas bien. Cette espèce d'engagement de son intelligence pour regarder le monde, auquel on va accorder du crédit ou pas. Voilà. C'est un bel exercice. C'est notre premier exercice de liberté, en fait. C'est parce qu'on regarde, qu'on comprend, et qu'on dit ça je prends, ça je prends pas. En fait, à un moment donné, il faut décider de choisir ce que l'on va penser. C'est un exercice assez délicat, en plus. Ça, mais c'est en cela qu'on va être le meilleur. Et ce choix, il va se faire en fonction d'un certain sens de l'éthique, en fonction de notre choix de la responsabilité, en fonction de ce que l'on veut faire du monde et de ce que l'on veut faire du monde où il y a les autres et nous. Parce qu'il y a un truc qui est très difficile à transmettre, même à comprendre, mais que parfois je n'en ai que des bouffées, c'est comment dirais-je, nous vivons une fraternité biologique tout à fait dense. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Nous sommes les meilleurs d'entre nous et le pire d'entre nous en même temps. On appartient à ce monde. La première obscénité de la pensée, c'est le mépris pour l'autre. Voilà. Ça, je le crois profondément. Je crois que l'autre est nous, au sens le plus profond du terme. Et j'ai toujours eu une notion de solidarité, autant quand je le vois que quand j'essaie de deviner son mystère, son chagrin, ses impuissances personnelles, que tout ça est réparti de façon relativement inégale. Et je pense que cette notion, nous appartenons à un groupe. Est-ce que vous avez vu, avez-vous vu ce film que moi j'ai beaucoup aimé, qui est avec Klaus Kinski, Aguirre ou la colère de Dieu. Ouais. À la fin du film, Aguirre ou la colère de Dieu, on a ce fleuve d'Amazonie, marron, avec la verdure, tout, je sais pas quoi. Il est sur le fleuve, il est avec sa fille, il est dans la fin d'un délire qui l'emmène à la mort, et le radeau tourne dans la rivière. Il est plus piloté, je sais pas quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'est notre monde. Notre monde est sur un fleuve qui est le temps. C'est le fleuve du temps qui nous emmène. On tourne, on tourne, on tourne. On ne sait pas où on va. On ne sait même pas à quelle heure on va mourir. On ne sait même pas pourquoi on est là. Et tout ça, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça mérite d'être regardé avec une certaine perspicacité et suspicion, en fait. Dans ce monde qui est souvent tellement arrogant, prétentieux, je sais pas quoi, on est souvent juste que le jouet d'un fleuve qu'on ne contrôle pas et qui emmène nos destins. Et par contre, ce qu'on peut faire, par contre, c'est garder les yeux ouverts pour que, même de ça, on est le meilleur. Voilà. Merci. Olivier de Kersauzon, Veritas Tantam. C'est au Cherche-Midi, il n'existe plus que l'humanité électronique de la vie apparente. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. Pour ce moment. Non, mais c'était intéressant d'essayer de développer ce qu'on peut être amené à penser. C'est pas, mais ça reste une proposition tout à fait modeste d'un esprit moyen dont la seule vraie qualité est peut-être l'enthousiasme. Ça, j'y crois. Merci, Olivier. Merci.